Alors, deux sujets. Déjà concernant l'INSEE, qu'est-ce qui a été fait pour foutre les gamines, les petites merdeuses qui n'ont rien à foutre que d'harceler les autres plutôt que d'étudier? Qu'est-ce que vous avez fait pour les sortir de là? Non, parce que souvent, dans le harcèlement scolaire, les parents de la victime doivent retirer leurs enfants de l'établissement pour aller voir bonheur ailleurs. Normalement, dès le premier signalement d'un harcèlement, les personnes suspectées d'être harcelées doivent déjà être entendues par une commission de discipline, un renvoi déjà de 15 jours pour bien faire comprendre que tu vas devoir ramer à rattraper tes cours, parce que personne ne te les donnera. Tu seras obligé d'aller tous les jours les demander à la prof. Au bout de 15 jours, donc voilà, c'est 15 jours sur surveillance, sinon, 15 jours sur surveillance, ou en tout cas, il faut une sanction immédiate. Dès le premier signalement d'une victime de harcèlement à l'école par les parents ou la victime, ou à la police ou quoi que ce soit, il faut déjà une convocation des coupables. Il faut aussi une enquête soit diligentée. Il faut aussi que les parents de cet enfant qui est un harceleur, au final, remettent leur enfant sur le droit chemin en lui disant « Tu n'as pas le droit d'harceler autrui, tu ne t'occupes plus de cette fille, tu ne l'approches plus. » Ça, c'est un parent responsable. Tu l'oublies. Voilà. Ça, c'est un parent responsable. Sauf que chaque fois, les signalements ne donnent rien. Il n'y a pas de conseil de discipline, il n'y a pas d'exclusion sanction. Et au final, c'est la victime qui doit faire profil bas, qui ne doit pas venir à l'école ou qui doit se faire déscolariser. Non. À un moment donné, il faut une enquête. Il faut que l'élève harceleur soit sanctionné immédiatement, donc repris à l'ordre immédiatement. L'exclusion dès le premier signalement de courte durée. Tu as une première chance. Tu vas revenir au bout d'un délai. Si tu continues de l'harceler, c'est l'exclusion définitive. Et ça, c'est les conseils de discipline qui s'en chargent. Eh ben oui, à quoi sert un conseil de discipline si c'est pas pour apprendre la discipline à ceux qui ne savent pas ce que veut dire discipline? Conseil de discipline, le harcèlement est interdit. Si un élève a le comportement d'un harceleur, c'est une enquête avec le... Eh ben oui. Non mais vous croyez quoi? Le conseil de discipline est là pour faire appliquer la discipline à des élèves qui ne veulent pas l'appliquer, quitte à les sanctionner et à les exclure définitivement si la punition, si la sanction n'est pas comprise. Là, dans ce cas, il y avait déjà eu un signalement. L'élève harceleur n'a pas été viré une seule fois de l'établissement. Ni sur une courte période, ni définitivement. On a dit quoi à la victime? Ne les approche pas, essaye de les éviter. À un moment donné, c'est l'école, c'est la directrice à saisir le conseil, de discipline pour convoquer cet élève, la mettre en garde en lui mettant une punition sanction d'exclusion, donc voilà, de 10 jours, de 15 jours, il faut quand même que ça serve de leçon, c'est pas de 3 jours. De 3 jours, elle n'est pas punie, Elle revient, elle harcèle à nouveau la personne. Mais 15 jours, quand tu reviens, tu fais profil bas. Si tu fais pas profil bas, exclusion définitive. La victime d'harcèlement reste à l'école et la coupable d'harcèlement quitte l'école. On te laisse une chance. On nous a signalé un harcèlement. Après enquête, oui, ton comportement n'est pas approprié dans notre établissement. On convoque un conseil de discipline, on t'exclut provisoirement et si tu continues, c'est une exclusion définitive.
Une chance, deux chances, après trouve-toi un autre établissement. C'est comme ça qu'on protège une victime d'harcèlement. Eh ben oui, le directeur, étant saisi d'un harcèlement, doit convoquer les personnes susceptibles d'avoir harcelé. Il doit y avoir une enquête de diligentée avec les autres élèves, parce que quand il y a un harcèlement, il y en a qui voient des choses. Sauf qu'ils n'iront pas parler si on ne leur demande pas. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une enquête diligentée dès le premier avertissement d'un harcèlement. Un élève signale qu'il est harcelé, une enquête doit être diligentée immédiatement. Les parents et l'élève harceleur doivent être convoqués immédiatement dans le bureau du directeur. Suite à l'enquête, s'il y a réellement harcèlement, il y a conseil de discipline, exclusion provisoire de 10 à 15 jours que ça serve de leçon, puis retour dans l'établissement. Si tu recontinues ton harcèlement, exclusion définitive, on t'avait prévenu. Les parents de cet enfant étaient prévenus. Voilà, c'est comme ça qu'on protège les victimes d'harcèlement. C'est pas en leur faisant quitter l'établissement dans lequel ils sont, c'est en faisant quitter l'établissement au harceleur. Parce que la plupart du temps, quelqu'un qui est meneur dans un harcèlement, ceux qui sont derrière et qui suivent le meneur ne sont pas acteurs si le meneur leur dit pas tu harcèles avec moi. Il y a un truc de bande, mais t'en as toujours un qui commence. T'as toujours une garce, une peste qui va emmerder une élève parce que elle est trop grosse, parce qu'elle est trop maigre, parce qu'elle est plus belle qu'elle. Eh ben oui, à un moment donné, la méchanceté est dans l'être humain. C'est pas tolérable dans un établissement scolaire. Tu viens pour étudier. Si tu viens pour harceler, tu dégages. C'est aux parents de l'harceleur à galérer à trouver un établissement scolaire. Ce n'est pas aux parents de la victime à devoir le faire. L'établissement doit faire appliquer la discipline. Le conseil de discipline, c'est pour mettre une sanction, un avertissement. Après, t'as qu'une chance. Voilà. Si tu merdes à nouveau, exclusion définitive. Là, tu protèges les victimes. À côté de ça, on me dit, ma sœur, comment on peut savoir quand tu peux prendre le volant en ayant fumé? Parce qu'on sait avec l'alcool, mais on ne sait pas avec le cannabis. Mais déjà, le cannabis et l'alcool procèdent de la même façon. Tu fumes un joint. On te fait souffler dans un ballon pour savoir quel est ton taux de THC. C'est pas le taux d'alcool qu'on recherche, c'est le taux de THC. Donc il faut modifier la formule du détecteur d'alcool en faisant un détecteur de cannabis. Donc quand tu vas souffler dans le ballon, selon le taux, ça va te dire si tu as consommé dernièrement ou si tu as consommé beaucoup plus en arrière. Parce que tout simplement, tu prends un panel d'une centaine de femmes. Tu prends un panel d'une centaine d'hommes. Tu leur donnes le même produit, ils roulent tous un joint. Ils fument. Tu leur fais souffler toutes les 10 minutes dans un détecteur de cannabis. Tu peux le faire aussi par urine et par le sang. Pour pouvoir identifier de l'alcool, pour pouvoir identifier les drogues, pour l'alcool, les drogues et les prises de médicaments, c'est par les urines, par le sang. Et pour l'alcool c'est aussi par les poumons, par l'air. Donc, en faisant des tests, ça veut dire que si tu mets un cathéter à une personne pour lui faire une prise de sang toutes les 20 minutes, toutes les 10 minutes, exemple, tu sais que tu vas devoir voir la quantité de THC dans le sang, dans les urines et dans l'alcool sur sa décroissance. Si au bout d'une heure, tu n'as plus les effets physiques, mais la drogue agit toujours, ça veut dire qu'elle est encore en train de décroître. Il faut faire les mêmes tests qu'on a fait pour les tests avec les alcooliques. C'est un test à échelle humaine. On te prend un panel de fumeurs, hommes et femmes, pour voir comment décroît le cannabis dans ton organisme.
ce qui permet de savoir si tu as fumé il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 3 heures, il y a 4 heures ou il y a 5 heures, puisque le taux de THC, on sait qu'il y a une norme parce qu'il y a eu un test sur des femmes. On sait que l'alcool chez un homme, chez une femme, ne décroît pas de la même façon dans l'organisme. Eh bien, c'est la même chose pour la drogue. Une femme, un homme ne décroît pas de la même façon. En prenant un panel de femmes, toutes de taille, de poids, donc voilà, différents, tu as un nombre central. Tu as un pourcentage de réussite, donc voilà, ça veut dire des résultats similaires. Quand tu as des résultats similaires, tu sais que tu prends ce résultat similaire comme base de données. Sur 100 femmes, s'il y en a 80 qui décroît de la même manière, au même rythme, donc voilà, et que les dosages toutes les heures sont au même taux et décroît de la même manière, vous avez un modèle de base. Un chiffre qui permet de dire quand tu as fumé, tu es en général à ce taux de THC. 1 heure plus tard, tu es à ce taux de THC. À ce taux de THC, sachant que si tu fumes il y a 20 minutes avant de prendre le volant, c'est pas comme si tu as fumé il y a 5 heures avant. C'est pour ça qu'il faut faire des tests sur des fumeurs. Il faut que les fumeurs soufflent dans un ballon qui va détecter le taux de THC. Il faut que dans les urines et dans le sang, le taux de THC soit contrôlé. Il faut aussi que vous testez en doublant les doses. 2 joints d'affilée, ce que ça fait dans le corps. Donc voilà, si la quantité de THC est la même si tu fumes 2 joints d'affilée ou si tu n'en fumes qu'un seul. Ce qui permet de savoir si la toxicité donc voilà, du THC est doublée ou non selon si tu doubles les doses. Est-ce que si tu mets plus de shit ou si tu mets plus de shit, est-ce que la dose est la même? Est-ce que la concentration de THC est la même que tu en mettes plus ou moins, que tu en fumes 2 ou que tu en fumes un seul? Comment décroît 2 joints dans ton organisme pris d'affilée? Comment décroît un joint pris juste une fois? Et tu vois les dosages et tu fais des tests. Vous inquiétez pas, les fumeurs ne vont pas crever. On est habitué à fumer 3-4 joints d'affilée s'il faut. Donc vous inquiétez pas, c'est pour savoir comment décroît le cannabis dans le corps. Pour savoir quelle est la dangerosité d'une personne. Si elle a fumé il y a 20 minutes avant de prendre le volant, tu sais que 20 minutes après avoir fumé un joint, le taux médian chez la femme est de tel temps pour tel taux pour tel temps et pour l'homme de tel taux pour tel temps. Tu sais que 20 minutes plus tard, le taux normalement est de tel taux pour tel temps, pareil de l'autre côté. Le taux et le temps. Le temps, c'est la période où ça décroît. Le taux, c'est pour savoir combien le taux décroît à chaque minute passée. Voilà. Comme pour l'alcool, vous faites les mêmes choses que vous avez fait avec l'alcool. Eh ben oui, sans avoir besoin de légaliser pour autant. Alors moi, on me dit, ma sœur, est-ce qu'on doit légaliser? Non, je vous l'ai dit depuis le départ, la légalisation sera un gros problème. Il faut la dépénalisation. Ça veut dire des citoyens modèles qui ne conduisent pas, eh ben oui, qui n'ont pas le permis et qui s'identifient comme étant consommateurs, donc voilà, et qui déclarent leur consommation. Si tu déclares que tu fumes à peu près 20 € par semaine, tu déclares que tu as une consommation de 20 € par semaine, donc voilà, et que tu es consommateur, mais comme tu n'as pas de permis et comme tu ne roules pas, ben tu peux être dépénalisé parce que tu ne représentes pas un danger sur la route si tu es à pied. Si tu prends les transports en commun, tu ne représentes pas un danger sur la route. Boire ou conduire, il faut choisir. Se droguer ou conduire, il faut choisir. Si tu choisis de ne pas conduire et boire et te droguer, dans ces cas-là, tu peux être dépénalisé. Mais si tu te fais attraper en ayant fait une fausse déclaration, parce que tu as déclaré comme quoi tu ne conduisais pas, ce qui t'a permis d'être dépénalisé pour cela, si on te trouve au volant, tu prends cher.
Ah ben tu prends plus cher qu'une personne normale. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu t'es déclaré comme étant sans permis, comme étant sans voiture, donc ne représentant pas un danger pour la route. Oui, tu peux être dépénalisé dans ce cas-là, uniquement ce cas-là. Eh bien oui, quelqu'un qui ne prend pas le volant, quelqu'un qui est à pied, qui prend les transports en commun, il ne représente pas un danger mortel pour autrui. Il peut être dépénalisé parce que sa consommation et son mode de vie permettent cela. Quelqu'un qui prend son véhicule tous les jours ne peut pas être dépénalisé. Puisqu'au final, tous les jours, tu consommes et tous les jours, tu prends le volant. Quelqu'un qui consomme tous les jours, mais qui est à pied, qui prend les transports en commun, qui prend le taxi, eh bien oui, si tu conduis pas toi-même, que tu te fais conduire, c'est pas toi consommateur qui est au volant, c'est quelqu'un qui n'est pas consommateur qui conduit. Un chauffeur, voilà. Dans ces cas-là, oui, tu peux être dépénalisé, puisque tout simplement ton mode de vie ne met pas en danger les autres. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre. Moi, j'ai décidé de ne pas conduire, parce que pendant les dernières années, j'ai consommé du cannabis, de la marijuana. À l'heure actuelle, je ne consomme plus cela, je consomme le chanvre acheté au bureau de tabac. Ce chanvre, tu peux rouler au volant avec. Mais après, est-ce que je vais pas faire une rechute ou quoi que ce soit? Tant que je suis pas débarrassée complètement de la marijuana, tu vas pas passer ton permis. Voilà. Et si tu rechutes, tu touches plus le volant. À un moment donné, c'est ça la responsabilité. Tu peux dépénaliser quelqu'un de responsable dans sa manière d'agir. Si le fait de ne pas conduire met les autres en sécurité, alors tu peux être dépénalisé, puisque tu as conscience de ton addiction et que pour éviter d'être un danger pour les autres, eh ben tu décides de ne pas conduire. Quelqu'un qui décide de ne pas conduire, mais de se droguer ou de boire qui est à pied, peut, en faisant une déclaration, être dépénalisé. Ce qui permet à une catégorie de personnes à se retrouver moins dans la merde, en vérité. Une autre catégorie qui met les autres en danger, eux, devront être dans la merde. À un moment donné, tu peux pas mettre quelqu'un qui fume chez lui, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas le permis, qui prend le bus, qui prend le métro, qui prend le tram, donc ça veut dire qu'il ne conduit pas, en prison avec une amende alors qu'il ne met en danger personne. Ça, c'est la loi. Si tu mets pas en danger les autres, tu fais ce que tu veux en réalité. Tu peux faire ce que tu veux de ton corps, mais tu dois faire en sorte de protéger les autres. Voilà pourquoi tu as le droit de fumer une cigarette dans un espace libre, un espace ouvert, mais que tu n'as pas le droit de fumer une cigarette dans un espace clos. Parce que le fait que tu fumes, tu t'empoisonnes personnellement, mais tu ne peux pas empoisonner des non-fumeurs qui, eux, n'ont pas fait le choix de fumer. Eh ben oui, même chose avec les drogues, même chose avec l'alcool, c'est le même procédé. À un moment donné, c'est l'irresponsabilité de la personne qui doit être sanctionnée. Plus la personne est irresponsable, plus la sanction doit être forte. Moins la personne est irresponsable, plus elle est responsable, plus elle a le droit à une dépénalisation. C'est normal. Entre l'ivrogne qui se bourre la gueule chez lui, mais qui n'a pas le permis, qui n'a pas de voiture, et l'ivrogne qui se bourre la gueule chez lui, qui sort, qui prend sa voiture, qui met le plus en danger? Entre le fumeur qui vient de fumer un joint, mais qui reste chez lui, qui bouge pas, et celui qui va bouger, qui va prendre sa voiture. Qui est le plus dangereux? C'est ça la dangerosité qu'on doit évaluer en justice. Quelqu'un qui, par son comportement, se met en danger, vous ne pouvez pas l'empêcher de se mettre en danger. Vous ne pourrez pas empêcher des gens de fumer, vous ne pourrez pas empêcher des gens de boire, vous ne pourrez pas empêcher les gens de se droguer. Mais si ils mettent les autres en danger, vous pouvez sanctionner.
Tant qu'ils se mettent en danger eux-mêmes, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de se mettre en danger. C'est pour ça que vous ne pouvez pas empêcher les fugueurs de fuguer. Un fugueur, vous dites que le gamin se met en danger, mais parce qu'il fugue, parce qu'il part de l'endroit où vous l'avez mis. Donc il n'y a plus aucune surveillance d'adulte. Il n'y a personne pour assurer sa sécurité aux mineurs en fugue. Eh ben oui, la mise en danger, vous ne pouvez pas empêcher l'humain de se mettre en danger. Mais par contre, vous pouvez anticiper le danger en sanctionnant et en punissant sévèrement ceux qui outrepassent la limite autorisée. T'as le droit de boire et de te bourrer la gueule, mais t'as pas le droit de sortir dans la rue et faire du tapage. T'as pas le droit de sortir dans la rue et d'agresser des gens. T'as pas le droit de sortir dans la rue, de prendre ta voiture et de tuer quelqu'un ou de tuer quelqu'un volontairement. T'as le droit de te bourrer la gueule, de rester chez toi. T'as le droit de fumer, t'as le droit de prendre tes drogues, t'as le droit de faire tout ce que tu veux, toi personnellement dans ta vie privée, tant que ça n'impacte personne d'autre. On ne peut pas venir t'empêcher de te droguer si tu veux te droguer, mais le fait que tu te drogues ne doit pas mettre les autres en danger, c'est à toi de te contrôler, c'est tes choix. Tu dois assumer tes responsabilités, même si tes choix vont à l'encontre de la moralité. Les gens vont dire fumer c'est pas bien. Mais fumer, c'est pas bien pour qui? Eh ben oui, pour celui qui fume. Mais c'est sa santé, c'est son corps, c'est sa vie. Vous ne pouvez pas venir faire la leçon à quelqu'un sur des décisions qu'il prend. Vous êtes responsable que de votre propre choix, votre propre décision, pas celle d'autrui. On n'est pas responsable des choix et des décisions que les autres prennent. On n'est responsable que des siens. Donc à partir du moment où tu prends un choix qui n'impacte personne d'autre que toi, c'est ton problème. C'est le problème de personne d'autre. Tant que tes choix déteignent sur les autres et que tes choix mettent en danger les autres, là, c'est ta responsabilité qui doit être engagée. Puisque ton comportement met en danger quelqu'un d'autre que toi. Vous voulez sauver tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde. Quelqu'un qui veut se mettre en danger se mettra en danger. Quelqu'un qui veut s'envoyer en l'air avec la totalité de la planète sans se protéger risque d'attraper le sida. Au bout d'un moment, il y a des sécurités, il y a une limite. Vous voulez contrôler les gens dans une limite qui leur est propre. Tu fumes, c'est ton corps, c'est ta santé. Par contre, les actions liées à ta consommation, si elles impactent quelqu'un d'autre que toi, là, ta responsabilité est engagée puisque t'emmerdes ton monde. Tant que tu t'emmerdes toi-même, c'est ton problème. Quelqu'un qui prend de la coke, mais qui prend pas la voiture, et qui fait l'amour toute la nuit avec sa femme, c'est quoi le problème? En réalité, il n'est pas au volant, leur comportement, ils s'envoient en l'air entre eux, faites l'amour pas la guerre, les capotes coûtent moins cher que les bombes nucléaires. Il y a des couples qui prennent de la cocaïne ensemble pour faire l'amour. Eh ben oui, mais ça c'est leur consommation, ça n'impacte que d'eux. Si par contre il y a tapage nocturne et que les voisins appellent les flics parce que t'es tellement défoncé que t'entends pas que t'es en train de réveiller tout le quartier, oui, là t'emmerdes ton monde. Donc normal que là, oui, on vienne te taper dessus. Puisque tes ébats sexuels ne regardent que toi, ta consommation ne regarde que toi et celui avec qui tu peux la prendre. Mais par contre, ça ne regarde pas les autres. Les autres n'ont pas à le subir. Quelqu'un qui prend le volant, c'est quelqu'un qui fait subir son addiction à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui prend sa drogue chez lui ou avec sa compagne, il fait subir son addiction qu'à lui et sa compagne. À un moment donné, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre déjà depuis 6 ans. C'est le comportement qui doit être puni, qui doit être réprimé. C'est pas le fait que la personne se drogue. Si elle se drogue mais qu'elle est responsable, qu'elle met pas les autres en danger, que sa consommation n'emmerde personne d'autre que elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est là que vous n'avez pas compris qu'on ne peut pas contrôler l'humain si l'humain a pris une décision propre qu'à lui-même. Mais par contre, sa décision ne doit pas impacter quelqu'un d'autre que lui. C'est cet impact sur autrui qui doit être réprimé, réprimandé. Mais ce n'est pas la consommation de la personne sur son propre organisme ou sur sa propre vie.
À un moment donné, je suis désolée. Il y a celui qui rentre le soir chez lui, qui est crevé du travail, qui fume un joint, qui va dormir et qui va se lever le matin et qui va partir au travail sans fumer. Et t'as ceux qui vont fumer toute la nuit, ne pas se lever avant 1h, 2h de l'après-midi, fumer le joint dès le réveil et prendre le volant en partant. Deux comportements différents. Un comportement que tu peux réprimer, l'autre que tu ne peux pas. Parce que de toute façon, si tu dors au maximum 5 heures, tu peux prendre la route le lendemain, même si tu as fumé la veille. Du moment que tu as déjeuné avant de partir, que tu as mangé quelque chose avant de te coucher, ton organisme fait le travail. Le matin, tu pars au travail, t'es bien. Il y a celui qui, par contre, va fumer un joint avant de prendre sa voiture, avant d'aller au travail. Lui est irresponsable, lui étant dangereux. Celui qui a fumé un joint la veille, qui a fait 8 heures de sommeil, qui se lève le matin, qui déjeune et qui part sans fumer, ne représente pas un danger, puisqu'il consomme chez lui et qui ne bouge plus de chez lui passé 5 heures. Celui qui va fumer toute la nuit, qui va dormir jusqu'à midi et qui va se lever et qui va refumer dès qu'il va se lever, il va réactiver tout le taux. Et lui, par contre, il va prendre le volant, il va représenter un danger, comparé à celui qui n'a pas fumé avant de partir. Il y a deux possibilités que je viens de vous donner. Ça, c'est le comportement des êtres humains. Tout le monde ne réagit pas pareil. Tout le monde n'a pas la même responsabilité. Il faut rendre les humains responsables de leurs actes, responsables de leurs décisions. Mais il ne faut pas les rendre responsables tant qu'ils mettent personne d'autre en danger. Sinon, vous n'arriverez jamais à contrôler les trafics de drogue. Puisque plus vous leur dites qu'il faut arrêter, plus ils vont continuer. C'est le cerveau de l'humain. Si celui qui veut arrêter prend la décision de lui-même, il arrêtera. Regardez, moi je suis aux chambres. Ça m'a pété comme ça, j'ai dit, allez, au bureau de tabac, c'est légal, le taux de THC, c'est pas la même chose, donc voilà, allez, je vais prendre ça, je vais me détacher de mon addiction. Ça m'a pris comme ça. Parce que je voulais faire pompier volontaire ou sécurité incendie. Tu peux pas fumer comme un pompier quand au final t'es pompier. Eh ben oui, à un moment donné, tu es pas un pompier pyromane. Donc, si on regarde bien, c'est le comportement. Le citoyen responsable qui consomme des drogues ou de l'alcool, c'est celui qui va le faire chez lui sans emmerder son monde, sans mettre quelqu'un d'autre en danger. Vous ne pouvez rien faire contre cette personne-là en réalité. Tant qu'elle met personne d'autre en danger que elle, ça la regarde. Par contre, si elle met quelqu'un d'autre en danger, là, ça regarde la société. Eh ben oui, à un moment donné, c'est là qu'on met un équilibre, qu'on met une juste limite. Oui, tu peux consommer chez toi, dans ton espace privé, mais tu n'as pas le droit de consommer ou d'être dans un état de consommation avancé au volant. Sur la voie publique, moi j'ai fumé pendant des années, je sortais dans la rue, j'ai agressé personne, j'ai pas mal parlé à une personne parce que j'avais fumé. Non, je me suis toujours très bien comportée dans la rue. D'ailleurs, pourquoi j'ai jamais été arrêtée par la police? Parce que j'ai pas un comportement suspect, je suis totalement normale dans la rue. Mais moi, je mets personne en danger. Voilà, donc je fais ce que je veux de ma vie. Personne va venir me dire t'as le droit de faire ci ou t'as le droit de faire ça. Je connais les limites, je sais ce que j'ai le droit en ce qui me concerne moi personnellement et ce que je n'ai pas le droit de faire en fonction des autres. C'est ça, savoir être équilibré. T'as pas besoin à la justice, ni à la police, ni même à l'État de nous dire comment être des citoyens responsables. La responsabilité, tout le monde va l'avoir d'une manière différente. Du moment que tu mets en danger que toi, quelqu'un qui veut se suicider va se suicider s'il a envie de se suicider. Quelqu'un qui va vouloir boire, il va boire, tu vas pas pouvoir l'empêcher. Au bout d'un moment, arrêtez les conneries. Vous voulez empêcher l'humain d'être libre, de prendre ses propres choix et de devoir en assumer les responsabilités. C'est totalement normal qu'on soit dans une société déséquilibrée. L'humain doit savoir se prendre en charge lui-même, savoir mettre sa barrière entre le bien et le mal. Tu sais que tu fumes,
c'est quelque chose qui est interdit. Mais tu dois mettre tout en place pour mettre le moins en danger les autres. Voilà. Si tu conduis pas, si tu es à pied, tu représentes pas un danger pour la société. Si ton comportement dans la rue n'est pas un comportement agressif et violent, tu représentes pas un danger. C'est la logique. À un moment donné, c'est le comportement inadapté en société qui doit être répréhensible. C'est pas ce que tu fais, toi, dans ta vie privée qui est moralement répréhensible. Le moralement répréhensible, chacun l'a à sa propre interprétation. Pour moi, une mère qui embrasse sur la bouche son enfant, c'est une putain de pute. T'es dégueulasse, meuf. Ton gamin, c'est pas ton mec. C'est limite incestueux. T'embrasses ton mari sur la bouche, mais t'embrasses pas ton père, t'embrasses pas tes parents sur la bouche, t'embrasses pas ton enfant sur la bouche. Pour moi, c'est moralement répréhensible. Est-ce qu'on enferme en prison quelqu'un qui embrasse son gamin sur la bouche? Non. Et pourtant, ça tient d'un acte sexuel. Un bisou sur la bouche, c'est incestueux envers quelqu'un qui est un enfant et un parent. Eh bien, pourtant, c'est pas puni par la justice. Parce que c'est moralement répréhensible. C'est pas juridiquement répréhensible. Celui qui fume, c'est moralement répréhensible. Celui qui est juridiquement répréhensible, c'est celui qui met en danger les autres par rapport à sa consommation. Et c'est comme ça qu'on met un équilibre dans la loi et dans le droit. Eh ben oui, balance avec de la justice. Marianne Française. Eh oui, vos statuts de dame justice, c'est moi. Va falloir comprendre comment on rend justice, mais non.